بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1 pour les supports de transmission, soit le module téléphonie ou bien le module communication ou bien support de transmission. Voici le plan de notre cours. On va commencer par introduction. Quelles sont les caractéristiques des supports de transmission? On va parler de la bande passante, les impédances caractéristiques, les coefficients de vélocité, les supports de transmission. Par exemple, vous avez la paire torsadée, les câbles coaxiales, la fibre optique et les fuseaux artésiens. On commence comme toujours par l'introduction. Nous avons que l'infrastructure d'un réseau et la qualité de service dépend largement des supports de transmission utilisés. On peut classer les supports de transmission selon le type de l'information à transmettre. Soit ils sont de type forme électrique, dans ce cas, on doit utiliser la paire torsadée et le câble coaxial. S'ils sont de forme linéaire, on doit passer par la fibre optique. Pour la forme électromagnétique, nous avons les faisceaux artésiens et les guides d'ondes. Généralement, on peut classer les supports de transmission selon le mode de propagation. Est-ce que ce sont un support guidé, par exemple, vous trouvez comme titre d'exemple les câbles de cuivre, la fibre optique et les guides d'ondes, ou bien les supports libres? On parle ici des faisceaux artésiens. Sachant que la complexité des systèmes provient généralement du fait qu'une liaison peut emprunter différents supports. Sachant que aussi le support de transmission devra alors réaliser l'adaptation du signal à transmettre au support utilisé. Pour les caractéristiques des supports, ils diffèrent selon la nature physique du support et le mode de propagation choisi. Cependant, certaines caractéristiques sont communes à tous les types de supports, exemple la bande passante, et d'autres sont spécifiques. À titre d'exemple, l'impédance caractéristique. Maintenant, on va parler des caractéristiques des supports de transmission et on va commencer par la bande passante. La bande passante d'un canal de transmission, c'est la bande de fréquence dans laquelle les signaux appliqués à l'entrée de ce canal ont une puissance de sortie supérieure à un certain seuil. On convient d'appeler bande passante l'intervalle de fréquence dans lequel l'atténuation de la puissance du signal est inférieure à un rapport. En général, caractériser un canal par sa bande passante à moins 3 décibels. Donc, A en décibels, ça sera 10 log décimal de la puissance du signal divisé par la puissance du bruit. Donc, 10 log décimal de 10, de 1 demi, on obtient moins 3 décibels. Dans cette figure, vous voyez bien la bande passante à moins 3 décibels. Deuxième caractéristique de support de transmission, nous avons la capacité de transfert. La capacité de transfert de données, c'est en bits par seconde, bytes par seconde d'un système de communication est proportionnelle à la largeur de bande L du canal. C égale à B log 2 de 1 plus PS sur PB. C égale B log 2 de 1 plus SNR. Le SNR, c'est le rapport signal sur bruit. On va parler maintenant de taux de bits erronés. Le taux de bits erronés, le BER, Byte Error Rate, c'est le nombre de bits erronés sur le nombre total de bits reçus. Donc, le BER, Bit Error Rate, égale nombre de bits erronés divisé par nombre total de bits reçus. On trouve aussi comme caractéristique de support de transmission l'impédance caractéristique. Vous avez une ligne de transmission est constituée de deux conducteurs de cuivre séparés par un isolant. On va voir dans la figure suivante, elle modélise un élément d'une ligne en matérialisant ses composantes physiques. Elle présente au courant électrique un effet résistif R, responsable de l'atténuation du signal, des effets réactifs qui se décomposent en fait selfiques L.
Et en effet capacitif, c'est enfin la conductance G qui exprime la perte par effet résistif entre les deux conducteurs généralement négligeable. Toujours avec l'impédance caractéristique, nous avons que le rapport du DA pour une ligne supposée de longueur infinie s'appelle impédance caractéristique notée ZC. Sachant que ZC égale la racine de la résistance plus la bobine GL oméga divisée par l'inductance G plus GC oméga. Après simplification, on trouve que c'est la racine de la bobine sur le condensateur. Avec oméga, bien sûr, la pulsation est égale depuis la fréquence. Oméga, c'est la pulsation du courant exprimée en radians par seconde. La fréquence, elle est exprimée en hertz et représente la fréquence, bien sûr, de notre signal. Toujours avec l'impédance caractéristique, ZC ou bien impédance caractéristique, tout simplement, c'est l'impédance d'une ligne de longueur infinie. On montre qu'une ligne de longueur finie refermée sur un récepteur dont l'impédance ZR est telle que ZR égale à ZC se comporte comme une ligne de longueur infinie. Le transfert de puissance est maximum entre le générateur et le récepteur et la ligne est dite adaptée. Donc, dans ce cas, on aura adaptation d'impédance. Donc, voici, dans cette figure, elle représente la notion d'adaptation d'impédance. Cinquième caractéristique des supports de transmission, c'est le coefficient de vélocité. Le coefficient de vélocité, c'est une grandeur qui mesure la vitesse de propagation du signal dans un support. C'est le rapport entre la vitesse de propagation réelle et la vitesse de lumière. Donc, vous avez C égale 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde. Pour les câbles cuivre, il vaut environ 0,7. Donc, vous avez grand V qui représente la vitesse de propagation réelle du courant en mètres par seconde, égale le coefficient de vélocité petit v multiplié par C, c'est la célérité ou bien la vitesse de la lumière. Troisièmement, on va parler des supports de transmission et on va commencer par les câbles bifilaires torsadés. Les câbles bifilaires tordent bande passante faible de l'ordre de 1 MHz est réservé pour les transmissions à bas débit. Exemple, vous avez le réseau téléphonique filaire. En pratique, plusieurs paires sont regroupées ensemble et enveloppées dans une gaine de protection pour former un câble de télécommunication. La ligne bifilaire convient pour les fréquences les plus basses, mais au-dessus de 330 Hz. D'une part, la ligne bifilaire se comporte comme une antenne, sachant que l'onde n'est plus entièrement guidée car une partie est perdue par radiation vers l'extérieur de la ligne. Deuxièmement, toujours avec les supports de transmission, on va parler de câble coaxial. Le câble coaxial est constitué d'une tresse cylindrique externe en cuivre qui représente la masse du signal et agit comme un écran à l'onde guidée, un fil de cuivre appelé âme situé sur l'axe du câble. Elle va transporter le signal, bien sûr. L'isolant qui les sépare est constitué d'une matière, ce qu'on appelle le polyéthylène, conçu pour minimiser l'atténuation de l'onde guidée. Et les fuites par radiation sont énormément réduites. Elle est utilisée pour des fréquences allant jusqu'à 1 GHz. Il existe deux standards d'impédance, 50 ohms et 75 ohms. Donc, voici le câble coaxial. Vous avez la gaine isolante, un blindage en tresse de cuivre, un isolant plastique et lame en cuivre. Troisièmement, nous avons la fibre optique. Une fibre optique est constituée d'un matériau isolant flexible. La silice CO2, de forme cylindrique, sa section transversale est divisée en une partie centrale appelée cœur, qui est entourée d'une gaine d'indice de réfraction légèrement plus élevé. Le tout est protégé par une couche plastique extérieure. Le diamètre extérieur de la fibre est inférieur au millimètre.
En pratique, plusieurs fibres optiques sont rassemblées dans un câble à l'intérieur d'une gaine blindée pour la protection mécanique. Donc, vous avez l'enveloppe protectrice, la gaine optique et le cœur. Toujours avec la fibre optique, on va voir maintenant la fibre monomode. Dans ce cas, les indices de réfraction sont tels que N1 supérieur à N2. Le rayon laser est canalisé. Cette fibre permet de haut débit, mais assez délicate à manipuler et présente des complexités de connexion. Deuxièmement, on trouve la fibre multimode à gradient d'indice. Les rayons lumineux se déplacent par réflexion sur la surface de séparation. Nous avons un 1 supérieur à un 2 et mettent plus de temps en déplacement que le rayon de la fibre monomode. La fibre multimode à saut d'indice, dans ce cas, l'indice de réfraction décroît depuis le centre vers les bords du tube. Maintenant, pour les guides d'onde, nous avons que les guides d'onde sont utilisés en télécommunication aux hyperfréquences micro-ondes de 3 Gz à 300 GHz, de 3 GHz à 300 GHz pour la transmission sur courte distance de signaux à très haute puissance. On termine avec les communications sans fil. Dans une communication sans fil, on va utiliser l'air comme un support de transmission. Et la nature physique du signal utilisé, c'est une onde électromagnétique avec des fréquences allant de 3 kg jusqu'à 300 GHz ou optique avec des fréquences de l'ordre de 1014 Hz. Sachant qu'en électromagnétisme, aussi bien qu'en optique, il y a deux façons selon lesquelles le signal se propage. Soit la propagation libre à travers l'air et la propagation guidée. Quand vous voyez sur cette figure, vous avez une partie de l'onde réfléchie, la diffusion et la réfraction de l'onde. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.